avec le réchauffement climatique et qui, je pense, moi, est un danger plus grand. Donc réduire le CO2, c'est intelligent, mais le réduire de combien et à quelle vitesse, c'est un problème d'experts, mais c'est un problème d'économistes, c'est un problème extrêmement compliqué. Mon sentiment actuel est que ce qui est visé, c'est-à-dire un facteur 2 en 2050, est économiquement ingérable pour l'Ouest et que ni l'Inde ni la Chine ne le feront jamais. Mais je n'ai pas dit qu'il fallait rien faire. Deuxième point, quels arbitrages? Je résume parce que je l'avais mis dans mon dernier transparent. J'ai une espèce de sentiment de citoyen, pas d'expert profond, mais je suis un peu géologue, donc je vous ai dit pourquoi, que des sujets comme l'eau, les déchets et la faim dans le monde, qui sont immédiats et pas pour dans 50 ou 100 ans, sont d'une gravité égale ou supérieure et reçoivent des arbitrages financiers extrêmement inférieurs parce que la visibilité mondiale du problème du réchauffement climatique est telle que les hommes politiques qui reçoivent les conseils sont obnubilés par ce seul sujet dont ils entendent parler sans arrêt et dont ils sont convaincus. Et je comprends pourquoi, comme notre collègue vient de le dire, alors que je voudrais savoir si on a les débats qu'il faut sur d'autres sujets absolument majeurs. Et mon dernier point, il est entre l'écrit et l'oral. J'accepte une des critiques qui m'a été faite par mon voisin de droite. Quand je dis c'est faux, vous avez parfaitement raison de dire que j'aurais jamais dû dire ça. J'espère avoir dit en amont, si ça se trouve, la plupart de ce que je vous raconte sera démontré inexact dans les 10 ans qui viennent. Donc je ne suis pas en train de dire que je suis sûr d'avoir raison, et dans la flamme de l'oral, je mets c'est faux, là où dans mes écrits, comme le fait le GIEC, je suis plus modéré. Mon ami Jean Jouzel, si je prends le parallèle, et c'est un ami et un collègue de très longue date, il vous explique dans Paris Match sur 2 pages qu'on est foutu et que c'est la catastrophe, mais quand il co-signe le papier, il parle en termes probabilistes avec ce 90%. Et mon mot de conclusion sera le suivant. La seule chose que je dis aujourd'hui et que je voudrais que vous reteniez, c'est dans la phrase du GIEC essentielle de conclusion, il y a 90 chances sur 100, c'est ça la traduction de scientifique de « ils sont tous d'accord », il y a 90 chances sur 100 pour que le réchauffement climatique actuel soit dû à l'activité de l'homme. Je pense que ce 90% est une marge d'incertitude incroyablement surévaluée. C'est peut-être vrai, mais ce que nous savons de la science aujourd'hui ne permet pas de le dire à 90%. Il y a trop d'incertitudes, et quand on dit 90% à un politique, on lui dit « je suis sûr ». Donc on tient un discours de scientifique qui est déraisonnable. Jean-Michel Salle. Oui, je crains de rien avoir d'aussi fort à délivrer un message final. Ce que je peux dire, c'est que le point commun qui me paraît être entre le changement climatique et la biodiversité, c'est une situation dans laquelle il faut prendre des décisions maintenant pour des phénomènes qui ne seront graves que demain, sur la base d'une information qui, comme toute information scientifique et modélisée, qui fait appel à un niveau élevé de théorie, comment dire, vous savez ce qu'on dit, les prévisions, c'est un exercice compliqué, surtout quand ça concerne l'avenir. Et néanmoins, il faut bien comprendre que les décisions, c'est maintenant. C'est-à-dire que sur la biodiversité comme sur le changement climatique, je ne suis pas un grand fan des théories pascaliennes, là, les collégiens doivent connaître ça, non, le pari de Pascal. C'est-à-dire, en gros, non mais il y a un prépa, mais il y a plein de collégiens. C'est-à-dire, ça dépend comment on l'interprète. Tel qu'on le présente parfois dans les collèges ou dans les lycées, c'est en gros, finalement, il y a un bénéfice tellement grand dans l'existence de Dieu, ou dans sauver le climat, ou dans sauver la biodiversité, que même si on n'en sait rien, il faut le faire tout de suite. En fait, si vous lisez le texte de Pascal, il y a marqué, pour être vertueux, on renonce à des plaisirs qu'il appelle empestés, qui voudrait dire vulgaires, on pourrait dire aujourd'hui. Il renonce à des plaisirs vulgaires et finalement il vaut mieux se consacrer à la vertu. Et donc, mon avis de citoyen, ce serait de dire que même si on a des doutes, ce qui n'est pas forcément mon point de vue scientifique, mais même si on a des doutes sur la réalité des menaces sur la biodiversité ou sur la réalité de la responsabilité anthropique dans le changement climatique, à quoi est-ce qu'on renonce en agissant tout de suite? On renonce à une agriculture intensive qui, de toute façon, pour d'autres raisons, n'est pas viable à 100 ans, alors on y renonce plus vite, mais tant mieux. On renonce plus vite à consommer du pétrole, sachant qu'on y renoncera de toute façon dans 50 ans, et qu'en plus, en préserver, ça permet d'avoir des politiques solidaires, ça permet de préserver l'innovation, etc. Donc, c'est la deuxième partie du pari de Pascal qu'il faut accepter, pas celle qui est vulgarisée, mais celle que Blaise Pascal a écrite, c'est-à-dire qu'est-ce que ça nous coûte vraiment de changer si au lieu d'avoir une position rigide, une approche fixiste des espèces comme on l'avait au XVIIIe siècle,
on accepte d'avoir une vision évolutive du monde et qui fait que lorsqu'on anticipe les décisions, ça c'est l'économiste qui parle, elle coûte toujours beaucoup moins cher quand on le fait dans l'urgence. François Clément. Oui, moi j'aurais un petit peu de mal à dire les choses de façon aussi tranchée que les autres participants de cette table ronde. Peut-être parce que quand on est historien, on sait disons, l'évolution des sociétés, leur transformation font intervenir tout un tas de facteurs qui sont différents. Il n'y a pas un facteur unique pour expliquer les phénomènes historiques ou les événements historiques. Maintenant, il est vrai, et un historien ne peut pas le nier, que, disons, des phénomènes de nature naturelle, que ce soit climatique, que ce soit séisme, etc., ont une influence sur le développement, sur la vie, sur l'évolution des sociétés, c'est absolument vrai. Deuxièmement, une société ne disparaît jamais, c'est un petit peu le principe de Lavoisier. Donc par rapport à certaines théories du collapse, de l'effondrement, elles sont certainement un petit peu rapides, les sociétés se transforment, elles déclinent peut-être, elles réapparaissent ailleurs, etc. Et c'est ça qui est important. Et ça peut avoir des causes, évidemment, qui sont des causes climatiques, ça c'est tout à fait réel. Et dernière chose que je voudrais dire, vraiment très brièvement, c'est que, là je parle beaucoup moins en tant qu'historien ou spécialiste, je parle plus en tant qu'individu, c'est que, même si vous allez voir, l'historien est quand même toujours derrière, c'est que certes c'est très bien de vouloir, disons, faire évoluer des taux de CO2, etc. Mais à mon avis, la grande question est qu'est-ce qu'on fait quand il y aura, alors peu importe, 50 cm, 70 cm, 1 mètre de plus dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 40 ans, à une échelle donnée, d'élévation du niveau des océans. C'est-à-dire des millions de personnes, qu'est-ce qu'on en fait? C'est maintenant qu'il faut commencer à le faire. Hein. Et c'est peut-être, je ne veux pas dire que c'est plus urgent que de baisser les pourcentages de CO2, etc. Mais les deux choses doivent se mener de toute façon. Et j'ai l'impression que là, en revanche, on ne fait pas grand-chose. Et non, ça veut dire non. Avec les politiques sécuritaires, on ne va pas relancer notre débat. Hein, ça veut dire mais l'historien le sait très bien, c'est des mouvements de population, il ne faut pas l'oublier cela. C'est des mouvements de population. Alors comment on les maîtrise? Hein, comment on fait? Et ça, c'est la grande question. Et ça, c'est la question